Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous ce que l'on appelle le principe de l'intangibilité de la retraite et le principe de l'intangibilité de la pension de réversion. Et je fais cette vidéo en fait pour répondre à deux commentaires qui ont été récemment laissés sur la chaîne sous d'autres vidéos. Et je me rends compte en fait que c'est un principe qui semble-t-il est mal connu, méconnu, alors que c'est un principe qui est très très important, un des principes structurants en fait de notre système de retraite qui ne sera vraisemblablement pas remis en cause d'ailleurs par les éventuelles réformes des retraites, puisque c'est un principe qui est très ancien, qui date de 1955, qui a été recodifié en 85 dans le nouveau code de la Sécu. Enfin, c'est un principe immanent entre guillemets de nos différents systèmes de retraite. Et donc, je voudrais vous expliquer en fait en quoi il consiste. Donc, on va dans un premier temps, donc vous retrouverez le lien de tout ce que vous voyez défiler devant vous hein, sous la vidéo, évidemment, comme d'habitude. Et on va commencer par parler donc de la retraite principale, le principe de l'intangibilité de la retraite principale. Et on va commencer d'emblée par le dernier arrêt en date de la Cour de cassation, pour deux raisons. D'abord parce qu'il est assez amusant, et en plus de ça, c'est un arrêt que je connais bien, puisque c'est un arrêt que j'ai obtenu. Donc le moyen que vous allez voir ici, c'est moi qui l'ai rédigé. Et avant d'analyser le moyen, reprenons les faits. En fait, les faits sont amusants parce que vous aviez en fait une assurée sociale qui avait un nom qui était au demeurant pas un nom commun, vous voyez, c'était pas Dupont, donc elle avait un nom un peu particulier, elle était née à une date de naissance particulière, et il s'avère qu'en France, il y avait une autre dame qui avait le même prénom, le même nom, la même date de naissance. Et ma cliente, entre guillemets, va pour liquider ses droits à la retraite, elle fait les choses bien, elle va auprès de l'organisme de retraite, elle a un entretien avec un conseiller de la caisse, elle lui fournit tous ses documents, et la caisse, en fait, au lieu de valider tous les trimestres de ma petite retraitée, elle va prendre en compte en fait tous les trimestres de l'autre retraité, qui était beaucoup plus importante. Donc en fait, la caisse va liquider la retraite de ma petite retraitée en fonction d'une autre carrière. Et donc va lui attribuer une retraite beaucoup plus généreuse que celle à laquelle elle avait réellement le droit. Et ma petite retraitée, elle s'en est pas rendue compte de tout ça. Et elle était de toute bonne foi. Elle comprenait rien au système de trimestre de validation. Elle a donné tous ses justificatifs. À la fin, on lui a dit, vous avez le droit à une retraite de, je dis n'importe quoi, 700 euros par mois. Et donc, elle perçoit sa retraite. Et au bout de 6 ans, eh bien, il y a l'autre retraitée de l'autre côté de la France qui valide, elle aussi, qui liquide sa retraite. Et là, la caisse de retraite se rend compte de son erreur. Donc elle vient revoir ma petite retraitée et elle lui dit on a commis une erreur, on ne devait pas vous verser 700, on va vous verser en fait 500. Et vous allez devoir nous rembourser tout ce qu'on vous a payé entre les deux, c'est-à-dire 7375 euros. Donc vous nous devez nous rembourser ça. Et évidemment, ma petite retraitée, bah, elle ne pouvait pas rembourser cette somme-là, parce que quand on liquide sa retraite, eh ben, on crée des projets de vie en fonction du montant de cette retraite, vous voyez. Donc, elle dit, non, c'est pas possible. Donc, ils vont devant le juge, et, euh, et ce qui était extraordinaire, c'est que le tribunal et la cour d'appel me disent mais attendez, l'erreur, la caisse, elle a commis une erreur, elle a corrigé son erreur, circulé, il n'y a rien à voir. Et donc on va devant la cour de cassation et voilà le moyen en fait que j'ai fait valoir devant la Cour de cassation. Je vous propose qu'on le reprenne parce que c'est important pour les étudiants en droit qui regardent cette chaîne vidéo de bien comprendre comment est structuré un moyen de cassation. Donc je vais faire un peu de pédagogie. En plus, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre comment on lit en fait un arrêt de la Cour de cassation. Donc la Cour de cassation, elle est saisie en fait par un moyen de cassation. Donc voilà le moyen. Qu'est-ce que je reproche à l'arrêt de la Cour d'appel? Bah, je reproche à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir condamné ma petite grand-mère à payer les 7500 euros et en plus de ça, de payer des dommages et intérêts. Et l'argument juridique que je fais valoir devant la Cour de cassation, il se structure toujours en 3 temps, d'accord? C'est comme tous les raisonnements juridiques, vous avez une majeure, une mineure et une conclusion, et la conclusion c'est un cas d'ouverture à cassation. Donc là, je rappelle la solution juridique sur laquelle on va revenir, en fait, c'est le principe de l'intangibilité de la retraite, il est là, c'est tout le paragraphe qui est en orange, et le principe de l'intangibilité de la retraite, c'est quoi? C'est que, à l'exception des cas où il y a une fraude de la part de l'assuré social, et on va en parler de cette fraude, mais tant qu'il n'y a pas de fraude, d'accord, eh bien en fait, la retraite, d'accord, au moment où vous la liquidez, il y a un délai pour contester,
qui est un délai de 1 mois. De toute façon, ce délai, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais il est toujours bien mentionné sur les courriers que vous envoie la caisse de retraite. Donc vous avez un délai au-delà duquel, eh bien, en fait, on ne peut plus contester les montants que vous propose de recevoir à la caisse. Et une fois que ces délais sont expirés, eh bien, en fait, la retraite, elle devient intangible. D'accord. Donc le principe de l'intangibilité de la retraite, c'est des droits liquidés, en fait. C'est de dire, voilà, vous donnez tous les renseignements sur votre carrière auprès de la caisse de retraite. Éventuellement, la caisse vous pose des questions, vous essayez de compléter votre carrière en fonction des justificatifs que vous avez si vous n'avez pas les bulletins de paye, etc. La caisse vous envoie une lettre en disant, voilà, au regard de toutes les informations que vous nous avez données, vous aurez le droit à une retraite de temps. Vous avez un délai de 1 mois pour contester cette notification, et passé ce délai de 1 mois, on vous versera cette retraite à ce montant-là. Et une fois que le délai de 1 mois est écoulé, eh bien cette retraite, le montant de cette retraite, il est gravé dans le marbre, on ne peut plus le toucher, il est intangible. D'accord. Et donc on ne peut plus modifier en fait les bases de calcul d'une retraite qui a été régulièrement notifiée à l'assuré après ce délai de 1 mois. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce que me dit la Cour d'appel? Elle nous dit, bah, effectivement, il n'y a pas de fraude de la part de ma petite grand-mère. Et l'erreur, en fait, elle provient du fait qu'il y avait une autre personne qui avait exactement le même nom, qui était née exactement à la même adresse, et la caisse s'est emmêlée les pinceaux dedans. Néanmoins, il n'y a aucune faute de la part de la CNAV. Alors ça, on peut discuter là-dessus, parce qu'il y a effectivement quand même une faute de la part de la CNAV de n'avoir pas vérifié quels étaient les numéros de sécu en fait, de ces deux assurés sociaux. Mais donc la Cour d'appel me dit il n'y a aucune faute de la part de la CNAV, donc elle a juste... le droit de régulariser les droits de ma petite retraitée, et elle a le droit de lui réclamer en fait tout ce qu'elle a versé en trop. D'accord. Donc là, en fait, la Cour d'appel, elle dit le principe de l'intangibilité de la retraite, je ne le reconnais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une erreur. Enfin, il n'y a pas d'erreur de la part de la CNAB, il y a juste une régularisation en fait des droits de ma petite retraitée. Et à la fin de mon raisonnement, je dis bah voilà, ce raisonnement de la Cour d'appel, vous voyez, eh bien, il est faux. Pourquoi? Parce que la Cour d'appel, elle admet qu'une retraite peut être modifiée 6 années après, alors même que sa motivation fait apparaître que ma petite retraitée, elle avait fait aucune fraude. Donc, en l'occurrence, la Cour d'appel, dans mon moyen, je dis la Cour d'appel, elle a violé l'article 351.10 du Code de la Sécurité sociale et le principe de l'intangibilité de la retraite. Donc vous voyez, mon raisonnement, il est, voilà, il y a une majeure où j'explique, en fait, je synthétise toute la jurisprudence de la Cour de cassation ici, j'explique après comment la Cour d'appel a méconnu, enfin, quelle est la motivation de la Cour d'appel, et à la fin, je dis, bah voilà, il y a bien une erreur de droit, parce que, justement, cette motivation que je viens de rappeler, elle est contraire au principe tout en haut. Et que me répond la Cour de cassation? Vous allez voir, la Cour de cassation, elle reprend exactement la même structure de mon raisonnement. Elle vise bien, donc vous voyez dans mon cas d'ouverture à cassation, dans mon moyen, j'invoquais l'article R351.10 du Code de la Sécu, et la Cour de cassation, elle commence sa réponse avec ce qu'on appelle un visa, donc elle nous dit toujours le texte au regard duquel elle va statuer, donc là c'est bien le même article, l'article du Code de la Sécurité sociale. Et juste en dessous du visa, on a ce qu'on appelle le chapeau. Le chapeau, c'est quand la Cour de cassation, en fait, elle synthétise la règle de droit, elle nous dit l'essentiel, le droit pur, vous voyez, entre guillemets. Et le droit pur, c'est que, effectivement, la pension de retraite, elle revêt un caractère définitif, c'est ça le principe de l'intangibilité, lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme social qui a dûment été notifiée à l'assuré et qui n'a pas été contestée en temps utile par ce dernier. Donc vous voyez, c'est ça le principe de l'intangibilité de la retraite, c'est ça. La Cour de cassation ensuite nous rappelle le raisonnement qui a été suivi par la Cour d'appel. Donc le passage en jaune que vous avez là, c'est exactement le même passage en jaune, un peu reformulé que ce que j'avais mis au-dessus. Et à la fin, en fait, la Cour de cassation me dit, eh bien la Cour d'appel, elle a commis une erreur de droit. Pourquoi? Parce que, eh bien... sa motivation, la Cour d'appel, ne fait apparaître aucune fraude de la part de l'assuré social. Et le seul cas dans lequel on peut remettre en cause le principe de l'intangibilité de la retraite, c'est lorsqu'il y a une fraude. Comme il n'y a pas de fraude, eh bien, la Cour d'appel a commis une erreur de droit. Elle a méconnu le principe de l'intangibilité de la retraite.
Donc, vous voyez, ça vous montre bien que voilà, le principe de l'intangibilité de la retraite, c'est quelque chose de très très fort. C'est-à-dire que une fois que la retraite a été liquidée, on n'y touche plus. D'accord, on n'y touche plus, sauf dans les cas de fraude. Alors, quelques mots sur les cas de fraude. J'ai déjà vu ça une ou deux fois. C'est quand les salariés, en fait, ils ont pas toutes les justificatifs, en fait, notamment en tout début de carrière, donc c'est des périodes qui sont assez reculées, et en fait, ils essayent d'établir par des attestations de gens qu'ils ont travaillé à tel moment pour telle chose, et en fait, ces attestations, elles sont bidons, et donc, en fait, ils essayent de gonfler leur carrière par un nombre de trimestres qui, en réalité, ne correspondent à rien. Et donc, dans ces cas-là, quand l'organisme social arrive à identifier cette fraude, eh bien, à ce moment-là, ils remettent en cause le principe de la retraite. Ou encore, quand quelqu'un va essayer de produire, vous voyez, des faux bulletins de salaire pour des entreprises qui n'ont jamais existé et pour lesquelles il prétend avoir travaillé. Donc, vous voyez, la fraude, dans ces cas-là, eh bien, évidemment, la fraude, elle corrompt tout, on dit. Donc, en cas de fraude, eh bien, en fait, on ne tient pas compte de ce principe de l'intangibilité de la retraite. Donc, vous voyez, l'article qui est visé dans le Code de la sécurité sociale, c'est l'article 351-10. Vous le voyez là, il n'est pas très parlant. Vous pourrez le relire à tête reposée. D'accord ? Et je vous ai dit que tout ce que je vous ai dit là, c'était une jurisprudence absolument constante de la Cour de cassation. Donc, vous retrouverez tous les arrêts que j'avais réussi à identifier antérieur au dernier arrêt donc, que je viens d'obtenir. Vous voyez, c'est des arrêts, il y en a assez souvent de la deuxième chambre civile. C'est un principe voilà, qu'on rappelle assez souvent, avec des arrêts qui sont parfois publiés au bulletin, d'accord, donc des arrêts de principe. Je suis pas allé au-delà de 90, mais je suis sûr qu'on peut en retrouver jusque dans les années 70 et peut-être même avant, parce que je vous ai dit, en fait, la première fois qu'il a été énoncé, cet article, c'était en 1955. Ce principe, il était dans un décret de 1955, et la fraude, elle est évoquée aussi dans quelques arrêts que vous avez ici. Vous pourrez, en cliquant sur le lien hypertexte, d'accord, vous pouvez directement tomber sur l'arrêt et voir à quelles conditions la fraude est caractérisée. Donc voilà, on va peut-être pas revenir sur chacun de ces arrêts, vous pouvez les relire à tête reposée, d'accord. Là, dans l'arrêt de 2019, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous aviez exactement la même situation. Et enfin voilà, vous relirez l'arrêt. Pareil pour cet arrêt-là, c'était vraiment des arrêts où à chaque fois la caisse en fait a commis une erreur et elle se rend compte de cette erreur après coup et elle essaye, vous voyez, elle se pourvoit en cassation. Elle essaye à chaque fois de contourner ce principe de l'intangibilité de la retraite et la Cour de cassation lui répond non, il n'y a aucune raison vous voyez, l'assuré social n'avait pas commis de fraude, donc la Cour d'appel en a exactement déduit qu'en vertu du principe de l'intangibilité des pensions liquidées, le montant de la pension ne pouvait plus être modifié. Donc, à partir du moment où votre pension, elle a été liquidée, que le délai de 1 mois s'est écoulé, après ça, on ne peut plus y toucher. Et c'est ça qui est important aussi, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps, quand vous déposez tous vos documents et que vous voulez liquider votre retraite, il faut vraiment prendre le temps de bien voir avec l'organisme social s'il manque rien, voyez, si vous avez apporté tous les justificatifs nécessaires, parce que, encore une fois que si vous vous rendez compte a posteriori de votre erreur, eh ben, c'est trop tard, on ne pourra plus modifier le montant de la retraite parce que justement, elle est intangible. Voilà. Donc ça, c'était pour la pension principale, d'accord. Vous retrouverez tous ces arrêts encore une fois. Pour la pension de réversion, en fait, vous avez exactement un autre article en fait du Code de la sécurité sociale, qui est l'article 353-1-1, qui sur lequel se fonde la Cour de cassation pour dire il y a aussi un principe de l'intangibilité de la pension de réversion. Et cette jurisprudence, en fait, l'attendu de principe, c'est celui-ci, d'accord. Vous pourrez le relire à tête reposée. En fait, ce que nous dit la Cour de cassation, c'est intéressant, je vais vous le relire et on va voir comment on peut le décomposer en 3 propositions distinctes. Elle nous dit, si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment à un délai de 3 mois à la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et de complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme social auquel incombe le paiement de la pension de réversion. Donc grosso modo, tout ça, ça peut se décomposer en 3 phrases.
première phrase, premier temps en fait du raisonnement, c'est dire le conjoint survivant en fait, il va entrer en jouissance de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaires. C'est-à-dire qu'en fait le conjoint survivant, il va à un moment donné liquider sa propre retraite. Alors, il liquide sa retraite, après, eh bien en fait il perd son conjoint, donc qu'est-ce qu'il va faire quand il perd son conjoint? Il va contacter la caisse de retraite qui versait la pension de son conjoint, et il va s'adresser à cette caisse de retraite pour que cette caisse de retraite lui verse dorénavant la pension de reversion. D'accord? Donc le conjoint va informer la caisse qui verse la pension de reversion de tous les avantages qu'il détient en son nom propre auprès de sa caisse de retraite de base et sa caisse de retraite complémentaire. D'accord? Donc il informe de tous ces avantages qu'il a là. Et la caisse de retraite du conjoint décédé, d'accord, elle verse une pension de réversion, et passé un délai de 3 mois, après le versement de cette pension de réversion, elle devient absolument intangible. D'accord? Donc vous avez à peu près le même mécanisme, sauf que là, comme c'est pas tout à fait la même situation, il faut s'adresser en fait à la caisse qui verse donc la pension de réversion. Et il y a donc une intangibilité que vous retrouvez dans la jurisprudence de la Cour de cassation, d'accord? Et la seule condition, en fait, et c'est une condition qui est importante, c'est le deuxième temps du raisonnement, en fait. Le délai de 3 mois, il ne commence à courir qu'à compter du moment où le conjoint survivant a pleinement informé la caisse qui va verser la pension de réversion. Et souvent, en fait, ce délai de 3 mois, il ne court pas parce que vous avez des arrêts dans lesquels on considère que, par exemple, vous voyez là, l'homme n'avait pas satisfait à son obligation d'information de la caisse, de l'ensemble de ses ressources. Il ne l'avait satisfait qu'en 2012, et donc c'est à partir de 2012 que court le délai de 3 mois. Et vous voyez, à travers les arrêts de la Cour de cassation, c'est souvent en fait qu'on considère qu'en matière de pension de réversion, eh bien en fait, l'information de la part de l'assuré social, du conjoint survivant, elle est incomplète. Ce qui fait que le délai en fait ne court pas, et donc le principe de l'intangibilité n'est pas acquis. D'accord, voilà. Donc vous trouverez en fait tous ces arrêts qui vous disent que voilà, il y a vraiment cette obligation d'information complète de la part du conjoint survivant qui n'est pas toujours satisfaite, et qui donc empêche la pension de réversion de devenir intangible. Voilà. Donc ça, c'était donc cette petite vidéo pour vous expliquer ce principe de l'intangibilité des pensions de retraite principale et des pensions de conversion. Et j'espère que à travers tout ça, vous comprenez l'importance en fait qu'il y a de prendre son temps avant de liquider sa retraite, de vraiment aller voir l'organisme social pour essayer de discuter avec eux de toutes les périodes de votre vie antérieure, durant lesquelles vous avez eu des activités, pour que ce soit parfaitement clair, et que l'organisme social puisse vraiment liquider la retraite en toute connaissance de cause, sachant que, voilà, une fois qu'elle est liquidée, ça devient quelque chose d'immuable, auquel on ne peut plus toucher, même si on se rend compte, que ce soit la caisse ou que ce soit l'assuré social, qu'ils ont commis des erreurs grossières. Mais en fait, ces erreurs, aussi grosses soient-elles, en fait, elles ne pourront jamais remettre en cause une pension de retraite qui a été liquidée. Je vous remercie, on se retrouve très bientôt.